Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, un séminaire gouvernemental sur la réforme des retraites a eu lieu hier en fin d'après-midi à Matignon, alors qu'une grande journée de mobilisation est annoncée pour jeudi prochain. On en parle avec le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est François-Xavier Bellamy, député européen, membre des Républicains, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représenté ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous irons voir ce que vous attendez de cette réforme des retraites. Et pour cela, nous serons dans le Finistère. Et puis dans le Club des territoires, nous parlerons de ce dramatique bilan des inondations. 5 morts, le Var et les Alpes-Maritimes à nouveau frappés hier par des pluies diluviennes. 3 secouristes ont perdu la vie cette nuit dans un accident d'hélicoptère à Marseille. Ils se dirigeaient vers le Luc-le Canet dans le Var pour une mission de reconnaissance et de sauvetage. Et puis 2 hommes ont également trouvé la mort dans le Var, emportés par les eaux. La vigilance rouge a été levée ce matin dans les 2 départements. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 2 décembre. La France se recueille devant ses 13 soldats morts au Mali en combattant les djihadistes. Une cérémonie d'hommage national aura lieu aux Invalides à partir de 15 h. C'est Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre. La cérémonie sera ouverte au public. Les Français peuvent rendre hommage à leurs soldats à 11h30 sur le pont Alexandre III. Le Sénat a voté samedi le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, mais en le modifiant largement. Les sénateurs ont jugé le plan hôpital du gouvernement insuffisant et n'acceptent pas que l'État ne compense pas à la sécurité sociale le coût des mesures gilets jaunes. Le texte retournera à l'Assemblée nationale dès mardi en vue de son adoption définitive. La COP25 s'ouvre aujourd'hui à Madrid, 196 pays présents. Édouard Philippe représentera la France lors de la cérémonie d'ouverture. Premier déplacement aussi pour Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne qui a pris ses fonctions hier et qui fait de l'écologie une priorité. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Paris, siège dans le groupe socialiste. Bonjour Rémi Féraud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Première question d'actualité, une réaction à ce dramatique bilan des inondations. Les Alpes-Maritimes, le Var, de nouveau frappé par des pluies diluviennes. 5 morts, dont 3 secouristes de la sécurité civile. Ils sont morts dans un accident d'hélicoptère cette nuit. Quelle est votre réaction ? Ce matin, on peut avoir une réaction de tristesse, une pensée pour les victimes, pour leurs proches, et savoir aussi que face à la multiplication des catastrophes climatiques qui sont liées au dérèglement du climat pour une large part, eh bien, cela met à très rude épreuve l'ensemble des services de secours qui payent un tribut très lourd. Donc il faut aussi avoir une réaction de solidarité très forte avec tous celles et ceux qui viennent en secours aux Français dans ce genre de circonstances exceptionnelles. Et comme élu de Paris, je vais avoir aussi aujourd'hui une pensée pour tous les habitants de Provence, des Alpes-Maritimes qui, depuis maintenant plusieurs semaines, subissent des inondations extrêmement violentes. Et on en reparlera dans cette émission. Nous serons notamment en direct à Nice et en Provence tout à l'heure. L'autre actualité, c'est cette réforme des retraites. Séminaire gouvernemental hier en fin d'après-midi à Matignon autour d'Édouard Philippe. De nombreux membres du gouvernement, pas de déclaration à la sortie. Est-ce que le gouvernement doit de nouveau s'exprimer, doit faire des annonces avant cette journée du 5 décembre ? Tout dans la façon de faire du gouvernement inquiète les Français. Donc pour moi, ce n'est pas une question de déclaration à un moment, c'est une question d'être clair et de pouvoir rassurer sur les intentions réelles du gouvernement. Cette façon de faire est quand même extrêmement étonnante. On se demande si elle a pour but de souffler le chaud et le froid. Il y a quelque chose vraiment de très étonnant dans la façon de faire du gouvernement. En tout cas, j'ai entendu que les éléments de langage du parti majoritaire, c'était on ne peut pas s'opposer à une réforme qui n'est pas encore présentée. Je dirais justement exactement le contraire. À partir du moment où il y a autant de flou,
je ne vois pas comment on peut être pour cette réforme et il ne peut y avoir que des inquiétudes. Donc en effet, le mouvement social risque d'être extrêmement fort et je ne suis pas sûr que le gouvernement en prenne exactement la mesure. Alors la majorité qui vous a ciblé ce week-end, notamment Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, qui dit, je note que c'est la première fois dans l'histoire que le Rassemblement national et le Parti socialiste manifesteront côte à côte. Stanislas Guerini, le patron de La République en marche, ajoute, un mur va tomber ce jeudi. Comment vous réagissez à ces phrases? J'ai entendu ça dans la bouche de Stanislas Guerini, c'est dégueulasse. Et pour des gens qui ont quitté le Parti socialiste, je trouve qu'il les obsède bien beaucoup. Nous allons manifester aux côtés des syndicats. Et je pense que si c'est pour dire de telles choses, il ferait mieux de se taire. Vous n'acceptez pas ces attaques Non, c'est tout à fait scandaleux. Et de la part de quelqu'un qui reprenait exactement les mêmes arguments que le Front National pour mettre en cause l'aide médicale d'État, je pense qu'il ferait mieux de se taire. Les manifestations que vous soutenez jeudi prochain, est-ce que pour vous, elles doivent se poursuivre au-delà de jeudi, quitte à bloquer le pays sur du long terme? Ça, c'est aux syndicats de le dire, et moi je ne souhaite pas le blocage du pays, mais c'est au gouvernement de mettre en place le dialogue social nécessaire pour éviter ce blocage du pays, d'autant que nous nous inquiétons tous, comme élus de la République, que ces blocages s'accompagnent aussi de violences. Donc, comme élu de Paris, vous vous inquiétez particulièrement de ces violences qui touchent la capitale depuis de nombreuses manifestations? Tout à fait, et avec Anne Hidalgo, autour d'Anne Hidalgo, nous sommes vraiment inquiets des perspectives qui sont annoncées. Le mouvement social doit pouvoir s'exprimer, il doit pouvoir s'exprimer sans violence. À partir du moment où les manifestations risquent d'être très importantes, il faut aussi, d'un autre côté, que le gouvernement accepte le dialogue social plutôt que d'être droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de 1995. Est-ce qu'avec Anne Hidalgo, vous êtes en lien d'ores et déjà avec le préfet de police de Paris? Est-ce que des dispositions particulières vont être prises à Paris pour cette journée? Le préfet de police informe les élus de Paris au fur et à mesure des dispositions qu'il prend, mais c'est lui et le gouvernement dans son ensemble qui sont chargés de l'ordre public. Donc la ville de Paris, bien sûr, fait ce qu'elle a à faire, mais elle n'est pas en première ligne pour évidemment gérer les manifestations. Allez, Rémi Féron, on va passer à l'actualité du Sénat. Le Sénat qui siégeait ce week-end, qui a examiné le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Rémi Féron. Bonjour. Et le Sénat qui a donc examiné ce week-end une nouvelle fois ce budget de la sécurité sociale, budget adopté avec des modifications, mais les sénateurs ont rejeté le plan d'urgence pour l'hôpital défendu par le gouvernement. Et oui, et les sénateurs attendaient de pied ferme ce plan d'urgence en faveur de l'hôpital. Alors regardons ce qu'il contient, ce plan d'urgence pour l'année 2020. Il contient une enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros en faveur de l'hôpital, 100 millions d'euros supplémentaires pour les établissements de gériatrie, et puis un objectif de dépenses d'assurance maladie qui est rehaussé à plus 2,45%. Alors pour tous les sénateurs, sauf le groupe La République en marche au Sénat, eh bien ce plan est une goutte d'eau dans le désert hospitalier. Écoutez la sénatrice communiste Laurence Cohen. 200 millions d'euros rapportés aux 1364 hôpitaux publics revient à donner 146 000 euros supplémentaires par hôpital, soit environ à peine 2 postes d'urgentistes. On voit bien là concrètement que ce plan n'est absolument pas à la hauteur. Et voilà pourtant ce que représente pour votre gouvernement et pour le président Macron un plan qui serait conséquent. On ne vit pas dans le même monde. Alors il y a un service qui va très mal à l'hôpital, c'est le service des urgences. Et pour le désengorger, eh bien, le gouvernement a eu une idée, payer les services d'urgence pour qu'ils réorientent les patients vers la médecine de ville. C'est le forfait de réorientation. Alors comment ça marche concrètement ? Le patient se présente aux urgences, mais si le patient est inadapté au service d'urgence, eh bien, le service le réoriente vers la médecine de ville et en échange, l'hôpital reçoit un forfait. Mais pour les sénateurs, ce n'est pas une bonne idée, ils l'ont d'ailleurs supprimé. Écoutez le sénateur socialiste Bernard Jomier. Le sens du métier de soignant, ce n'est pas d'être rémunéré pour un acte qui n'est pas accompli. C'est pourtant ce à quoi vise le forfait réorientation, introduit donc l'an dernier dans la loi. Et en plus, il ne s'inscrit pas dans une coopération pensée en amont entre la ville et l'hôpital. Il est évident que
cette problématique d'engorgement ne peut pas être résolue par ce forfait. Et d'ailleurs, interrogés sur cette mesure, les personnels des urgences la rejettent en bloc. Ce n'est ni digne ni en mesure de régler le problème. Le reste de ce budget de la sécurité sociale, eh bien, le Sénat a prévu que l'État devra compenser les mesures prises en faveur du pouvoir d'achat pendant la crise des Gilets jaunes, une compensation pour la sécurité sociale. Merci beaucoup Alex pour ces explications. À tout à l'heure. Rémi Féraud, on le voit, hein, le Sénat qui juge le plan hôpital insuffisant. On parle quand même d'un plan de 12 milliards sur 3 ans. Que pouvait faire de plus le gouvernement dans l'immédiat? Enfin, 12 milliards sur 3 ans, pour le moment, je crois qu'il n'y a que 200 millions dans ce PLFSS pour l'hôpital. 300 millions, mais en comptant les établissements, les EHPAD. Donc, tout le monde le reconnaît, c'est très nettement insuffisant. Je vois que le gouvernement dit prendre la mesure des choses et en fait ne la prend pas. C'est ce qui crée d'ailleurs cette exaspération. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de réforme structurelle sur le lien notamment entre l'hôpital, la médecine de ville. Mais en attendant, il faut aussi donner les moyens à l'hôpital de faire face à ses missions. Les restrictions budgétaires ont été extrêmement importantes ces 2 dernières années. Donc le mouvement à l'hôpital va continuer. La situation de l'hôpital est très inquiétante et il serait temps que le gouvernement mette vraiment les moyens budgétaires sur la table. Ça serait quoi pour vous les moyens budgétaires adéquats? Il y a besoin de bien plus que 200 millions d'euros pour faire face à la crise de l'hôpital aujourd'hui et d'avoir un ONDAM qui soit beaucoup moins contraint. Nous sommes... L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le gouvernement est d'abord dans sa priorité d'économie budgétaire. Or, ça n'est absolument plus possible en matière hospitalière. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Parmi les mesures de ce plan hôpital, il y en a qui concernent plus particulièrement l'Île-de-France. Cette prime de 800 € versée aux 40 000 infirmières et aides-soignantes de la région parisienne, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle ? Ça fait partie de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Ce que je constate, c'est qu'elles créent aussi des clivages territoriaux qui ne sont certainement pas sains, qu'on est sous forme de primes, ça reste dans les mesurettes. En réalité, ça n'est pas à la hauteur du problème. Jean-Marie Van Leeuwenberg, qui est le rapporteur du budget de la Sécurité sociale ici au Sénat, rappelle que le financement de la Sécurité sociale augmente l'an prochain de 5,2 milliards d'euros par rapport à 2019. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le gouvernement fait des efforts ? Il fait un peu plus d'efforts que les années précédentes. Mais il y a eu tellement de restrictions les années précédentes. J'entends ce que dit le rapporteur, mais qui est membre de la majorité, mais il y a une forme... Il est membre du groupe centriste. Oui, membre du groupe centriste. Il y a une quasi-unanimité au Sénat notamment, mais aussi dans tout le monde hospitalier pour reconnaître que ça n'est pas à la hauteur des besoins. Le Sénat qui ne veut pas que l'État compense les mesures, que la Sécu paye les mesures Gilets jaunes, plus exactement, et qui demande que l'État compense à la Sécu. Est-ce que pour vous, c'est à la Sécurité sociale de payer la facture de la crise des Gilets jaunes ? Non, c'est à l'État. Et puis de toute façon, quand on l'aborde sous forme de facture, déjà on a tout faux. Il y a en tout cas un seul acteur que le gouvernement ne veut absolument pas mettre à contribution. Ce sont les plus aisés de nos concitoyens. À partir de là, on est de toute façon dans des mesures qui ne vont pas. Donc le gouvernement a choisi de faire payer la facture des mesures Gilets jaunes prises en urgence il y a exactement 1 an par le déficit pour l'essentiel. Et pour que ça ne se voit pas trop sur le déficit de l'État, une bonne partie est prise en charge par la sécurité sociale. Ce qui est dramatique dans tout cela, c'est qu'alors que les comptes de la sécurité sociale étaient arrivés à l'équilibre, on recommence à creuser un trou qui justifiera de nouveaux reculs sociaux. Bref, on est reparti. Un mot sur le budget, puisque le Sénat a voté ce week-end ce budget de la Sécurité sociale, mais il examine encore le budget 2020, un budget que le gouvernement présente comme un budget de pouvoir d'achat, avec notamment des baisses d'impôts sur le revenu pour les ménages qui ciblent particulièrement les classes moyennes. Pour vous, il y a du bon dans ce budget ? Cette mesure-là est positive. Mais pour le reste, ça ne va pas parce que ces mesures en faveur des classes moyennes, elles sont mal financées. Et elle s'accompagne d'une politique très dure pour les plus modestes de nos concitoyens. Et pendant ce temps-là, le
la fiscalité des plus riches est absolument oubliée. C'est ça vraiment la boussole du gouvernement depuis le départ. C'est la suppression de l'ISF et l'instauration du prélèvement forfaitaire unique. Et il ne sort pas de cette volonté de préserver les plus riches des contribuables. Et ça a beaucoup expliqué de la crise des Gilets jaunes et cela se poursuit aujourd'hui. Tant que ça ne sera pas remis en cause, nous n'y arriverons pas. Et pour vous, du coup, cette crise des Gilets jaunes, elle peut repartir ? Elle peut repartir à tout moment, sous une forme ou sous une autre. Je trouve d'ailleurs, moi, très positif que ce soit aujourd'hui le mouvement social avec les syndicats qui s'emparent de la contestation de la réforme des retraites. Mais il y a tant de mouvements dans l'éducation, dans l'hôpital, on en parlait dans l'agriculture, que la situation est en effet extrêmement dangereuse. Allez, on va parler de l'autre actualité du jour. C'est cet hommage national rendu aux 13 soldats français tués au Mali. On va se rendre dans une rédaction locale comme tous les jours aujourd'hui. Direction Agen, retrouver Sébastien Bouchereau. Bonjour Sébastien, vous êtes rédacteur en chef du Petit Bleu d'Agen. Aujourd'hui, la France rend donc hommage à ces 13 soldats tués au Mali en combattant des djihadistes. Et c'est un hommage qui prend une résonance toute particulière dans votre région. Oui, bonjour. Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir notre journal Le Petit Bleu d'Agen sur ce sujet puisque l'émotion est vive en Lot-et-Garonne. La catastrophe de la semaine dernière qui a causé la mort de 13 militaires est difficilement vécue ici puisqu'il y a eu 2 Lot-et-Garonnais qui font partie du bilan. L'adjudant-chef Julien Carrette qui était originaire du petit village de Layrac près d'Agen et le capitaine Clément Frison-Roche qui était originaire de Villeneuve-sur-Lot dans le nord du département. Donc évidemment ici en Lot-et-Garonne l'émotion est vive. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à Agen il y a un régiment de l'armée de terre, c'est le 48e régiment de transmission. C'est un régiment qui est déployé sur l'opération Barkhane tous les 2 ans pour un mandat de 6 mois. Donc ici à Agen il y a des centaines de familles qui sont concernées directement par cette projection. Donc le bilan catastrophique de la semaine dernière a été difficilement vécu ici. Est-ce qu'il y a l'hommage national qui va être rendu aujourd'hui aux Invalides. Est-ce que des hommages particuliers ont déjà été rendus dans votre région ou vont être rendus ? Oui, absolument. Samedi, il y a eu une cérémonie bouleversante devant le petit monument aux morts de Layrac près d'Agen, puisque un hommage a été rendu à l'adjudant-chef Julien Carrette, qui avait passé sa jeunesse à Layrac. Il s'était engagé à l'âge de 18 ans au 48e régiment de transmission d'Agen avant de partir sur le régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Donc cette cérémonie s'est déroulée d'ailleurs dans un froid glacial, dans une ambiance bouleversante, en présence des parents de Julien, et c'était évidemment extrêmement déchirant. Il va y avoir l'émotion encore extrêmement vive aujourd'hui puisque les gens vont suivre à la télévision l'hommage national. Nous avons du reste un sénateur de Lot-et-Garonne qui sera présent à la cérémonie des Invalides. Et puis mercredi, il y aura les obsèques du capitaine Clément Frison-Roche. Âgé de 27 ans, il était originaire de Villeneuve et les obsèques se dérouleront évidemment dans un contexte d'émotion considérable. Justement, vous parlez d'émotion, c'est le sentiment qui prédomine chez les habitants de votre région en ce moment ? Oui, nous avons reçu des messages bouleversants ici au journal. Il y a également eu un registre de condoléances qui a été établi à la mairie de Layrac. On a également discuté avec des familles de militaires. On a interviewé d'ailleurs cette semaine une veuve de guerre qui a perdu son mari lors d'une opération extérieure et qui explique que tout ça soulève des très mauvais souvenirs en elle. On a également discuté avec des militaires. Alors ils sont soumis au devoir de réserve, mais l'émotion est extrêmement vive également au sein de la communauté du 48e régiment de transmission d'Agen. Merci beaucoup, merci Sébastien Bouchereau d'avoir été avec nous, rédacteur en chef du Petit Bleu d'Agen, dont on va revoir la une, 13 tués au Mali, hommage national. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci Sébastien. Rémi Ferraud, journée d'hommage national, journée de recueillement aujourd'hui. Oui, c'est important que la nation exprime sa reconnaissance aux militaires morts pour la France. Nous avons inauguré il y a quelques jours seulement le monument qui, dans le 15e arrondissement à Paris, rend hommage à l'ensemble des soldats qui sont morts en opération extérieure ces 50 dernières années. Les 13 noms de nos militaires seront ajoutés sur ce monument, malheureusement, mais il est très important que la nation exprime sa reconnaissance et rende hommage. Et comme beaucoup de parlementaires, je serai présent cet après-midi aux Invalides. Une cérémonie à partir de 15h. Un mot sur la tribune publiée hier par Jean-Luc Mélenchon dans le journal du dimanche qui demande le retour de nos soldats du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme souvent, il se trompe complètement et il n'a
aucune attention à la cohérence nécessaire non seulement du discours mais de notre politique. La lutte contre le terrorisme, elle est globale. Elle nécessite évidemment un travail de renseignement, un travail de lutte contre la radicalisation ici, en France, en Europe. Elle nécessite d'être très présent et de soutenir les Kurdes au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak. Elle nécessite aussi d'être présent dans cette zone sahélienne et de soutenir les États africains. Si nous nous retirions du Mali comme cela brutalement, cela aurait des conséquences dramatiques, y compris pour nous directement, très rapidement en matière de terrorisme. Donc pour vous, la question ne se pose pas, il faut rester là. Absolument pas. On va passer à la revue de presse, à votre revue de presse, Rémi Féraud, du côté de Paris, et c'est avec Alexandre Poussard. Rebonjour Alex, et on parle de Paris dans le Figaro. Et oui, dans le Figaro, on parle des élections municipales, mais sous le prisme des librairies, car la bataille de Paris se joue également en librairie. La plupart des candidats aux élections municipales vont publier leurs livres. Et pour le moment, celle qui gagne la bataille de Paris dans les rayons, eh bien, c'est Anne Hidalgo, avec son livre qui est déjà vendu à plus de 2000 exemplaires. Un livre intitulé « Le lieu des possibles », où elle fait le bilan de son mandat depuis 2014. Et puis, c'est l'occasion d'occuper le terrain face à des candidats déjà déclarés, alors qu'Anne Hidalgo ne s'est pas encore lancée officiellement dans la bataille. On parle aussi des municipales de Paris dans Libération. Et oui, dans Libération, on se penche sur les négociations à droite, négociations difficiles entre Rachida Dati, la candidate investie par le Parti Les Républicains, et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a quitté le Parti Les Républicains, qui est à la tête de son mouvement Libre, mais qui aimerait placer quelques-uns de ses lieutenants sur les listes de Rachida Dati. Elle adresse donc une main tendue à son ancienne camarade des Républicains, une main tendue que pour l'instant, Rachida Dati n'est pas vraiment prête à recevoir. Et on termine toujours avec les municipales dans Slate. Et oui, et là, on va parler de la carte électorale, car le scrutin parisien est un peu particulier. Pour gagner la mairie de Paris, il faut gagner le plus de mairies d'arrondissement. Et il se trouve que le nombre de mairies d'arrondissement a été diminué ces dernières années. Il y a eu une fusion. Les 4 premiers arrondissements parisiens ont fusionné en un seul grand arrondissement, baptisé Paris-Centre. Et cela pourrait avoir des conséquences sur l'élection, car quand on regarde les dernières élections, eh bien, ces 4 premiers arrondissements parisiens, ils étaient largement en faveur de La République En Marche. C'était donc 4 arrondissements facilement gagnables pour Benjamin Griveaux, mais désormais, il n'en aura plus qu'un seul. Avec cette fusion, c'est donc une bonne nouvelle pour Anne Hidalgo. Merci beaucoup Alex. On va parler de ces municipales à Paris. Rémi Féraud, Martine Aubry a officialisé sa candidature à Lille il y a quelques jours. Pourquoi Anne Hidalgo tarde tant ? Anne Hidalgo est maire de Paris. Et Martine Aubry est maire de Lille aussi. Tout à fait, elle vient d'ailleurs d'annoncer sa candidature. Ne doutez pas qu'Anne Hidalgo sera candidate, mais voilà, chaque chose en son temps. C'est quand ? En janvier ? Probablement. Paris en commun, c'est le nom en tout cas du mouvement sous lequel va concourir Anne Hidalgo. Est-ce que c'est une manière de ne pas afficher l'étiquette du Parti socialiste ? Pas du tout. C'est une manière d'avoir un rassemblement beaucoup plus large. D'ailleurs, vous l'avez vu, nous travaillons à rassembler les partis politiques de gauche, de la majorité municipale actuelle, et nous voulons nous élargir bien au-delà, y compris sur nos listes dans les candidatures. Nous avions eu une démarche qui s'appelait Oser Paris en 2014. Elle s'appelle Paris en commun. C'est un ensemble beaucoup plus vaste qui tient compte aussi aujourd'hui des limites des partis politiques. Nous ne sommes pas comme Benjamin Griveaux qui fait campagne auprès des militants d'En Marche. Nous voulons rassembler largement pour obtenir la confiance des Parisiens qui n'attendent pas et qui n'attendent jamais d'ailleurs qu'un seul parti soit à la tête de leur municipalité. Ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Une politique municipale a besoin d'emmener beaucoup plus largement. Alors justement, puisqu'on parle de rassemblement large, Yann Brossa, qui est adjoint à Anne Hidalgo et pour le moment candidat communiste à la mairie de Paris, dit qu'il a fait des propositions à Anne Hidalgo, qu'il attend sa réponse. Est-ce qu'il y aura une candidature communiste Anne Hidalgo dès le premier tour ? Oui, nous sommes en train de discuter avec les communistes parisiens, avec Yann Brossa. Nous avons des visions extrêmement communes sur l'écologie et aussi sur la mixité sociale de Paris et la politique que nous devons mener en matière de logement. Donc oui, nous allons nous rassembler, y compris avec Yann Brossa et les communistes, bien sûr. Je pense dans le courant de ce mois, en tout cas, nous travaillons pour cela.
Ça s'est acté en revanche avec les écologistes qui sont dans la majorité au conseil municipal de Paris. Là, ça sera candidature séparée au premier tour et rassemblement au second ou pas ? Ça, c'est aussi à eux de le dire, mais je le souhaite. Les Verts ont toujours fait une liste séparée au premier tour. Moi, je crois que la politique écologiste d'Anne Hidalgo n'a plus à être démontrée et je souhaite que ce soit autour d'elle que se rassemblent les écologistes dès le premier tour. Alors Anne Hidalgo qui est néanmoins critiquée, notamment sur son bilan, sur les voitures, sur la propreté. Est-ce que son bilan, c'est son handicap pour cette campagne ? Au contraire. D'ailleurs, après des années de polémiques sur les voies sur berge, aujourd'hui, plus personne ne veut les rendre aux voitures, à part quelques candidats marginaux dans cette élection. Elle a peut-être eu parfois la difficulté d'être volontariste et de vouloir aller vite, mais heureusement qu'elle l'a fait. Parce qu'elle avait pris conscience en fait de cette urgence climatique et écologiste bien avant d'autres. Et aujourd'hui, c'est une grande force pour aborder la prochaine élection. Il y a 2 candidats à La République En Marche, toujours en lice, Benjamin Griveaux, Cédric Villani. Est-ce que vous misez sur ces divisions à La République En Marche pour l'emporter ? Ce sont leurs divisions, nous n'y sommes pour rien. Ça joue en votre faveur ? Ça vous arrange, pour le dire clairement ? Forcément, ceux qui sont divisés, quand un seul parti se divise en 2 candidats, y compris dans la majorité présidentielle, il y a aussi Pierre-Yves Bournazel qui est candidat. Bien sûr que le rassemblement est une clé de la victoire, c'est pour ça que nous y travaillons. D'après le journal du dimanche, Cédric Villani, un des candidats de La République En Marche, doit rencontrer Rachida Dati, investie, elle, par les Républicains. La rencontre doit avoir lieu mardi. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai rien contre les rencontres, mais il y a beaucoup de confusion dans tout cela. Il y a beaucoup de... Vous parliez de quand est-ce qu'Anne Hidalgo sera candidate. Elle n'est pas encore candidate, mais elle a des réalisations à son actif, elle a des idées, bientôt elle aura un projet. Aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui discutent les uns avec les autres, mais qui ne présentent pas un projet aux Parisiens. Et c'est Anne Hidalgo qui a le projet, selon vous ? Je pense que c'est elle qui l'aura et c'est 3 mois de campagne, parce qu'il y aura 2 mois et demi, 3 mois de campagne. Je pense qu'ils seront déterminants pour que les Parisiens fassent la différence. Et vous êtes confiant sur une victoire en mars prochain ? Pas être confiant, c'est les Parisiens qui décideront, et on voit bien que la vie politique est très atomisée, mais je pense que nous avons les éléments pour réussir et voilà, les 6 ans qui viennent derrière ont besoin d'une maire qui sache faire et d'une majorité solide. Merci beaucoup. Merci Rémi Féraud d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est François-Xavier Bellamy, député européen, membre des Républicains. Il est avec nous, mais avant de l'entendre, un extrait de Parlement Hebdo. C'est l'émission qui refait la semaine au Parlement. Et Tam Tranu et Katia Gilder recevaient le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Il a notamment critiqué la proposition de loi de Bruno Retailleau qui demande un service minimum réel. On l'écoute. Patrick Kanner, que pensez-vous de la proposition de Bruno Retailleau qui demande à réquisitionner les grévistes pour assurer un vrai service minimum des transports ? Je rappelle qu'il s'agit seulement d'avoir 1/3 du trafic pour les heures de pointe. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon collègue président de groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, mais si vous voulez, Bruno Retailleau, c'est un peu aujourd'hui le Lucky Luke de la proposition de loi. Il y en a eu quelques-unes. Oui, toutes les semaines. Proposition de loi sur l'interdiction du voile pour les sorties scolaires, proposition de loi sur les listes communautaires, proposition de loi sur le service minimum dans les transports. Elles ont tout un fil rouge. C'est l'interdiction. L'exclusion, la prohibition. Vous n'êtes pas pour interdire. Non, mais écoutez, il faut être clair, le droit de grève, ça a été rappelé, est un droit constitutionnel. Si vous faites grève et que ça n'a aucune conséquence sur votre environnement, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire passer un message pour dire mais nous sommes en grève, nous savons que nous apportons des perturbations dans votre vie quotidienne, mais c'est pour qu'on puisse être écouté. Voilà, c'est plus la grève. C'est plus la grève. À ce moment-là, il faut dire tout de suite, on supprime le droit de grève dans notre constitution. Mais qu'est-ce que vous prenez comme solution ? Parce que quand même, l'absence de service minimum qui fonctionne n'est-elle pas une anomalie en France ? Mais d'autres pays l'ont. Tout d'abord, il y a une interdiction aujourd'hui qui porte sur les délais, c'est-à-dire qu'on doit prévenir 48 heures à l'avance pour que les choses puissent s'organiser au niveau des services publics.
proposition d'ailleurs qui vient de M. Sarkozy et que je partage. Il faut prévenir, c'est-à-dire qu'une grève inopinée qui entraîne des grandes conséquences sur le territoire, c'est quelque chose de difficile à gérer pour les citoyens. Mais là, tout le monde sait que le 5 décembre, il y aura un grand mouvement qui est aussi une aspiration démocratique finalement, puisque manifestement, les Français concernés ne sont pas contactés, ne sont pas écoutés en tant que tels. C'est une réforme pour plus de justice sociale, pour l'universalité, pour l'équité, clame Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous le croyez? Je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Je ne sais pas si nous aurons un âge pivot à 64 ans ou pas. Je ne sais pas si nous aurons la clause du grand-père ou du semi-grand-père ou du quart de grand-père. Comment les Français peuvent comprendre si déjà vous êtes si vous voulez, perdu avec toutes ces... Tout à l'heure, je vous parlais de climat anxiogène, d'anxiété, d'inquiétude. C'est Alain Minc qui disait 25 millions d'anxieux dans notre pays avec ce projet de réforme. Notre invité politique ce matin, c'est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député européen. Merci de votre invitation. Membre des Républicains, vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer, François-Xavier Bellamy, par la dramatique actualité de cette nuit, de nouvelles inondations, un bilan humain dramatique, 5 morts, dont 3 secouristes de la sécurité civile morts dans le crash de leur hélicoptère près de Marseille. Quelle est votre réaction? Bien, d'abord, je voudrais commencer par dire notre douleur en apprenant ce drame et évidemment notre soutien aux familles qui sont aujourd'hui touchées. 2 personnes décédées dans ces intempéries, malgré les conseils qui avaient été donnés par les autorités locales et les maires. Et puis ces 3 secouristes qui sont morts en allant porter secours à une famille, si j'ai bien suivi les communications de la préfecture du Var, qui était menacée par la montée des eaux. Je crois qu'évidemment tout ceci nous montre à quel point aujourd'hui nous avons la chance incroyable de pouvoir compter sur un modèle de sécurité civile extraordinaire, parce que fondé sur la solidarité dans l'épreuve. Mais ce modèle de sécurité civile tient par l'engagement constant de tous ceux qui quotidiennement exposent leur vie à ce risque absolu pour pouvoir être la main qui se tend au milieu du plus grand danger. Évidemment, tout ceci nous conduit aussi à réfléchir sur la question de la prévention du risque des inondations. On le voit, les épisodes se multiplient ces dernières semaines. Sans doute est-ce lié à ce dérèglement climatique qu'on observe. J'ai eu l'occasion de me rendre, après les inondations qui avaient touché le sud-est, auprès de communes touchées par ces crues, parce que les inondations font partie d'une prévention européenne, d'une politique européenne de prévention des risques climatiques. Et je crois que nous devons voir comment nous pouvons, malgré tout le travail extraordinaire qui a été fait par les élus locaux et les préfectures ces derniers jours, comment nous pouvons améliorer encore notre manière de prévenir ce risque pour protéger les vies humaines. Donc tout ça passe par la prévention. L'autre actualité, c'est cette réforme des retraites qui va occuper la semaine. Grande mobilisation annoncée jeudi prochain. Est-ce que, comme Gérard Larcher hier, vous appelez le gouvernement à sortir du flou sur ce sujet? Bien sûr, il faut absolument, comme l'a dit le président du Sénat, que nous ayons enfin droit à un débat clair. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très paradoxale où la tension qui monte dans la société n'est pas le résultat d'un projet qui serait sur la table et dont on pourrait discuter, mais d'abord le produit de cette situation anxiogène dans lequel, et Patrick Caner, que j'écoutais à l'instant sur votre antenne, le disait à sa manière, dans lequel en réalité nous ne savons pas ce qui va être décidé. C'est le gouvernement qui crée cette anxiété dans la société pour vous? Ça fait des semaines, ça fait des mois même que l'on voit les allers-retours, y compris parfois les contradictions au sein du gouvernement, sur un sujet qui est pourtant majeur. Quand on parle des retraites, on ne parle pas d'un sujet technique. On parle de ce qui d'abord correspond à l'effort d'une vie de travail et donc de la dignité du travail. Et puis on parle aussi bien sûr de l'avenir de nos aînés. Dans un moment où la question de la dépendance inquiète beaucoup de familles, il est tout à fait nécessaire d'avoir enfin de la clarté. Et sur un sujet comme celui-ci, nous nous disons qu'au lieu de mentir aux Français, en leur parlant d'un âge pivot, en leur parlant de ces moyens d'éviter la réalité du débat, il faut regarder les Français dans les yeux et leur dire ce qui est nécessaire. Que faut-il faire? Il faut dire, bon, bah, allez, voilà, l'âge légal c'est 64 ans, ou alors comme Valérie Pécresse, dire, ben, écoutez, on n'appliquera que pour les nouveaux entrants. Sur le fond, que faut-il faire? Sur le fond, il est très clair qu'il
il faut que nous puissions collectivement travailler un peu plus pour garantir l'avenir de notre système de retraite. Le Conseil d'orientation des retraites a publié des prévisions récemment qui montrent le Premier ministre le dit, il dit qu'il va falloir travailler plus longtemps. Mais ce qui est très curieux, c'est que le gouvernement tient un discours très ambigu sur ce sujet. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait dit au début de son quinquennat que cette réforme n'aurait pas pour but de faire des économies. Et d'ailleurs, sur ce point, il tient parole. Parce que la réforme qu'il nous propose, non seulement va produire ces tensions, ces crispations que nous voyons, mais à la fin, elle va coûter de l'argent à l'État. Elle va faire peser encore plus lourd, sans doute, la dépense de retraite à l'intérieur de nos dépenses sociales et de nos dépenses publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette réforme n'a pas d'abord pour but de garantir l'avenir de notre système, elle a d'abord pour but de réaliser une sorte de rêve technocratique, un système universel où 1 euro cotisé vaudrait exactement la même valeur de points à la fin. Moi, je le dis très simplement, je crois qu'il y a là un rêve cartésien, le rêve d'avoir un même système pour tout le monde, mais qu'à la fin, on va produire des inégalités, on va produire des injustices majeures. Je le vois comme enseignant, par exemple, puisque c'est mon métier. Dans la fonction publique, ce système-là va avantager des hauts fonctionnaires qui sont majoritairement rémunérés en primes, pour certains d'entre eux, en tous les cas, qui touchent des primes importantes, et qui va être défavorisé ? Eh bien, ce sont par exemple les enseignants qui, sur le terrain, ne touchent jamais de primes et qui vont voir par conséquent, dans ce nouveau calcul de la retraite, leur montant de retraite baisser. Les enseignants font partie des grands perdants de cette réforme. Alors qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'aujourd'hui en France, s'il y a une population qui est sans aucun doute mal rémunérée ou trop peu rémunérée, eh bien c'est précisément la population des fonctionnaires de terrain qui assurent le service public, et les enseignants bien sûr en font partie, et qui n'ont pas droit aujourd'hui à un niveau de vie très élevé. Au moins, cette sécurité de la retraite leur était garantie. Aujourd'hui, je crois que toutes les conditions sont réunies, malheureusement, pour qu'une véritable anxiété traverse notre société. Alors, on le voit, hein, vous parlez d'anxiété dans la société, vous dites que cette réforme va créer des inégalités. Du coup, pourquoi ne pas soutenir ceux qui vont se mobiliser jeudi prochain ? Parce que d'abord, je crois que la grève n'est jamais une bonne solution pour faire avancer le débat. En tous les cas, je crois que les blocages massifs dont la France est menacée n'amélioreront pas la manière dont nous allons aborder cette discussion, et parce qu'aussi on ne fait pas grève justement contre un projet qui n'est pas encore clair. Moi je pense qu'il faut d'abord que le gouvernement mette vraiment sur la table la vision de sa réforme. Aujourd'hui, beaucoup de sujets restent en suspens. On parlait de la clause du grand-père à l'instant, c'est-à-dire des conditions d'application de la réforme. On parlait de la question de l'âge pivot. Tout cela n'est pas très clair. Et il me semble que oui, il y a une place pour le débat, bien sûr, c'est un sujet majeur, mais qu'on n'abordera pas correctement cette question en faisant une grève préventive pour essayer de geler les choses. Les régimes spéciaux, vous les gardez ? Non, mais typiquement, je ne crois pas qu'il faille figer la situation. Il y a beaucoup de choses à améliorer. D'abord, je le disais, il faut garantir l'équilibre de notre système de retraite. Nous disons, en tous les cas, c'est ce qui me paraît vraiment un point fondamental, que nous ne devons pas baisser les pensions de nos aînés, que nous devons garantir leur niveau, et que c'est ça la priorité, et que pour atteindre cette priorité, sans doute, et c'est là quelque chose qu'il faudrait dire clairement aux Français, il faut que collectivement, reste à voir comment on organise cela, en prenant en compte la pénibilité, la diversité des parcours, mais il faut que collectivement nous puissions travailler un peu plus longtemps. Nous sommes le pays d'Europe où l'on vit le plus longtemps à la retraite, l'un des pays d'Europe où l'on vit le plus longtemps à la retraite, et sans doute est-ce là une piste pour essayer de faire en sorte qu'un équilibre soit garanti dans la durée. Et puis la deuxième chose, c'est que oui, il y a des inégalités, des injustices criantes auxquelles il faut mettre fin. Et je pense notamment à un certain nombre de régimes spéciaux. Peut-être pas tous, parce que si on regarde du côté des professionnels de santé, si on regarde du côté des militaires, il faudrait faire attention aussi de ne pas raisonner, encore une fois, d'une manière trop universelle et trop abstraite. Mais enfin, il est très clair que si on se penche sur des cas particuliers, on verra que certains régimes spéciaux n'ont prospéré qu'à la faveur de ces blocages dont le pays est menacé à chaque fois que le sujet est remis sur la table. Et ça n'est pas sain pour le coup. Et défendre par corporatisme des avantages acquis ne fait avancer ni la cause du syndicalisme, ni la cause de l'égalité. L'autre sujet aujourd'hui, c'est cet hommage national que la France va rendre à ces 13 soldats tués au Mali en combattant des djihadistes. Hommage national cet après-midi et hier dans le journal du dimanche, tribune de Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut le retour de nos soldats. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tribune ? D'abord, permettez-moi de vous dire que je crois qu'il faut distinguer les deux dimensions de cette actualité. L'hommage national ne devrait pas être l'occasion d'un débat politique. C'est une nécessité absolue que l'unité que nous devons à ces soldats qui sont tombés pour la France, pour la paix, pour notre sécurité au Mali. Donc c'était pas le moment de publier cette tribune ? Pas la veille de l'hommage national ? C'est pas le moment, mais en tous les cas, je voudrais, en abordant ces deux questions, les distinguer absolument. Je serai cet après-midi présent pour cet hommage national et je pense que toute la France sera et doit être unie
dans ce moment fondamental. La deuxième chose, c'est la question effectivement de notre stratégie au Mali. Pour ma part, il me semble que oui, il serait malvenu de retirer nos troupes du Mali et notamment de les retirer après cet épisode dramatique. Nous ne sommes pas en train de battre en retraite devant un ennemi. Et le fait que 13 personnes soient mortes, que ces 13 soldats aient donné leur vie ne doit pas nous conduire, sans doute ne l'auraient-ils pas voulu eux-mêmes, dans un geste de panique, à annuler toute une opération dans laquelle se joue pour une très grande part notre sécurité, je le disais à l'instant, et l'équilibre de cette région. Sans aucun doute faut-il revoir en revanche nos modes d'intervention. Il y a une stratégie qui évidemment est à repenser. En 2013, nous apparaissions comme les grands vainqueurs dans cette région, au Mali, après avoir bloqué l'attaque des terroristes qui menaçaient de prendre le contrôle de ce pays. Aujourd'hui, on le voit bien, la situation s'enlise. Sans doute Emmanuel Macron dit que toutes les options stratégiques doivent être mises sur la table. Pour vous, c'est quoi la bonne option? Il a raison de ce point de vue-là. Moi, je ne prétends pas être un expert de la question et je pense qu'il faut, comme il le dit, et c'est tout à fait censé, prendre le temps d'examiner les options stratégiques nécessaires. Mais accordons-nous sur au moins 2 dimensions fondamentales. Il faut que nos alliés viennent nous renforcer dans la lutte que nous menons au service non seulement de la France, mais de toute l'Europe et de la sécurité du monde. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut penser de façon plus globale la situation sécuritaire dans ce pays, dans cette région. Aujourd'hui, on fait face à des groupes terroristes qui sont difficilement contrôlables sur un territoire immense, mais il faut aussi se poser la question de tous les trafics qui les financent, de tous les moyens qui les soutiennent pour pouvoir tarir la source d'une certaine manière au lieu de s'attaquer seulement à la conséquence. Justement, ça fait 6 ans que les gouvernements, tant sous François Hollande que sous Emmanuel Macron, appellent les Européens à venir au Mali. Visiblement, ils n'en ont pas envie. Comment les convaincre ? Les Européens, sans doute, ne viendront pas massivement au Mali, pour beaucoup de raisons d'ailleurs. Arnaud Danjean a eu l'occasion de répondre à vos confrères du Figaro il y a quelques jours sur ce sujet, qui siège avec nous au Parlement européen et qui est membre de la Commission de la Défense. Il explique très bien d'ailleurs, en connaisseur de ces questions, pourquoi culturellement, politiquement, stratégiquement, nos alliés ne sont pas familiers de cette région et n'ont pas aujourd'hui la capacité de s'y engager massivement. Cela étant dit, nous pouvons renforcer les coopérations qui nous permettront de soulager notre pays de l'effort auquel il consent, encore une fois au profit de la sécurité de toute l'Europe et de nos alliés d'une manière plus générale. Je crois qu'il y a plusieurs pistes à explorer. D'abord, il faut réfléchir à la manière dont nous pouvons, et ce serait tout à fait légitime, être soutenus dans notre effort financier au service de cette opération. Et ça, pour le coup, c'est facile de mettre ce sujet sur la table et on doit pouvoir l'évoquer. Et puis deuxièmement, il y a la question qui se pose, une vraie question qui se pose de nos alliances aujourd'hui. Le président de la République a mis sur la table de manière peut-être un peu trop caricaturale la question de l'OTAN, mais c'est une question majeure malgré tout. On peut aussi réfléchir à nos alliés africains. Il n'y a pas que les alliés européens qui sont en jeu, il y a aussi la manière dont les autres pays africains doivent pouvoir monter eux aussi en première ligne pour faire face à cette menace. Justement, puisque vous parlez de l'OTAN, est-ce que vous êtes plus sur la ligne d'Emmanuel Macron qui privilégie une défense européenne ou plus sur la ligne d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, qui, elle, défend l'OTAN? Je crois que ce serait une grande erreur de penser qu'il faut développer notre effort de défense sur le plan européen au détriment de l'OTAN. Une grande erreur, pourquoi? Parce que tout simplement, l'immense majorité de nos partenaires européens n'y sont pas prêts. J'étais en Allemagne à la veille de la commémoration de la chute du mur de Berlin, au moment où le président de la République a publié cet entretien dans lequel il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et j'ai vu l'effet dévastateur de cette expression. Bien sûr, il y a un problème qui se pose sur la manière dont l'OTAN aujourd'hui pense sa stratégie. Bien sûr qu'il y a un problème quand la Turquie, qui déstabilise tout le Moyen-Orient, est membre de l'Alliance Atlantique. Ça n'enlève rien au fait que, aujourd'hui, pour beaucoup de nos partenaires, notamment en Europe de l'Est, mais aussi nos partenaires allemands, l'OTAN reste le levier essentiel de leur sécurité. Emmanuel Macron l'a fragilise l'OTAN avec ses déclarations. Au contraire, d'une certaine manière, il le renforce. En tous les cas, il oblige tous ses alliés à se prononcer de façon très forte en soutien de l'OTAN et d'une certaine manière, du coup, à déserter un peu le champ de cet effort que je crois pourtant nécessaire comme lui en matière de défense sur le plan européen. Nous voyons très bien aujourd'hui, à travers le comportement du président des États-Unis, qu'il est absolument nécessaire que l'Europe se donne les moyens de son autonomie stratégique, non pas à travers une armée européenne qui est une pure chimère, en tous les cas à laquelle je ne crois pas du tout, mais en développant, par exemple, j'aurai l'occasion de m'en occuper au Parlement européen comme rapporteur sur le Fonds européen de défense, en développant une vraie industrie de défense qui soit
capable de garantir à l'Europe son autonomie dans ses propres décisions stratégiques, dans ses décisions d'intervention ou dans ses partenariats militaires. À propos de la Turquie, donc le président Erdogan a quasiment insulté Emmanuel Macron, où il dit c'est M. Macron qui est en état de mort cérébrale. Faut-il exclure la Turquie de l'OTAN et définitivement lui fermer la porte de l'Union européenne ? Bien sûr. Évidemment. Et d'ailleurs, il me semble que la situation actuelle l'impose plus que jamais. Pour ma part, j'ai toujours été opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense que c'était une fiction absolue. Et je crois qu'il est temps, enfin, nous l'avons dit d'ailleurs tout récemment au Parlement européen, de fermer la porte de ces négociations absurdes avec un pays dont on voit bien non seulement qu'il n'est pas européen par l'histoire, par la culture, par la civilisation, mais aussi qu'aujourd'hui, dans le présent et dans l'avenir, il a des objectifs qui sont très différents de ceux que nous poursuivons, par exemple, dans cette région du monde. Il faut évidemment qu'on arrive à stabiliser notre lien avec la Turquie, avoir un dialogue avec cet État qui, par définition, doit être un sujet important pour l'Europe, mais la Turquie n'est pas un pays européen, et la Turquie le montre manifestement aujourd'hui, elle n'a pas les mêmes objectifs stratégiques que nous. Comment partager une alliance militaire ou un partenariat d'union avec un pays qui est si étranger à nos conceptions du monde et à notre manière de penser l'avenir de cette région. La nouvelle Commission européenne a été mise en place officiellement hier. Elle a pris ses fonctions hier. Elle fait de l'écologie sa priorité, en tout cas l'une de ses grandes priorités. Ursula von der Leyen doit prononcer un discours le 11 décembre sur son pacte vert. Est-ce qu'au-delà des grandes lignes, pour vous, Ursula von der Leyen doit fixer des objectifs chiffrés, des objectifs précis pour l'Union européenne ? Il faut bien sûr se donner des objectifs chiffrés et précis, mais je crois qu'au-delà des objectifs, la question qui est la plus importante, c'est la question des moyens à mettre en œuvre. Je suis assez frappé, je le dis comme je le pense, parce que comme un nouveau parlementaire européen, je découvre cette institution et je trouve que nous passons beaucoup de temps à discuter dans cette institution des objectifs. Par exemple, nous débattons indéfiniment de la question de savoir s'il faut réduire de 50 ou de 70 ou de 45% les émissions de gaz à effet de serre. Mais la vraie question qui se pose quand on est un responsable politique, c'est la question de savoir quels sont les moyens qu'on met en œuvre. Tout se passe comme si, au fond, nous étions dans la place d'un ministre de l'Intérieur qui dirait non, mon objectif, c'est de diminuer par 2 le nombre de crimes dans 50 ans. La vraie question qui se pose, c'est quel est le droit pénal qu'on met en œuvre, quels sont les moyens de prévention, quels sont les moyens de répression qu'on se donne pour pouvoir atteindre un objectif comme celui-ci. Et vous attendez des choses de la présidente là-dessus ? Ce débat sur les moyens, il est crucial. Je le vois la semaine dernière, à l'occasion de la COP25, nous avons voté un texte important sur la question du climat. Et dans ce texte, nous avons eu un débat qui, pour le coup, est fondamental sur la question de notre mix énergétique. Certains, par exemple chez les écologistes, avaient la ferme intention de nous faire voter un texte qui condamnait dans l'immédiat la totalité de la filière nucléaire. Comme si le nucléaire, le disait ce texte, n'était pas soutenable et ne pouvait pas contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien, il me semble que c'est une aberration. Et là, nous entrons dans le débat sur les moyens. Le nucléaire n'est peut-être pas l'énergie de notre avenir à très long terme, peut-être, et sans doute pose-t-il des questions très importantes en termes de sécurité auxquelles il faut répondre, auxquelles il faut se donner les moyens de répondre. Mais enfin, dans l'immédiat, si vraiment il y a une urgence climatique, il faut évidemment faire avec toutes les énergies à notre disposition pour pouvoir réduire les émissions de carbone. Et de ce point de vue-là, le vrai débat politique n'est pas la question de savoir si on va vers 50 ou 60 ou 70%. C'est tellement facile d'écrire des textes comme cela. Le vrai débat, c'est quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour nous donner la capacité d'atteindre ces objectifs. Oui, à propos donc de climat, c'est aujourd'hui l'ouverture de la COP25 à Madrid, donc une sorte de sommet mondial sur le climat. Est-ce encore utile ? On le voit justement, cette COP, elle a pour but d'abord de poser la question de la mise en application concrète des accords de Paris. Et oui, il est tout à fait nécessaire que nous puissions avancer dans la question de cette application concrète. On ne peut pas en rester au stade des principes, il faut rentrer dans le réel maintenant, et il faut, dans la mesure du possible, y entrer tous ensemble. Parce que si seulement certains pays prennent l'initiative de cette transition écologique, il est tout à fait évident que d'abord, la réponse ne sera pas à la hauteur de l'enjeu, mais qu'ensuite, nous allons aggraver les déséquilibres économiques, les différences d'approche qui ensuite feront que nous allons paradoxalement fragiliser nos propres pays tout en encourageant une agriculture, une économie, une industrie qui sera très éloignée de nos standards. On va parler de votre parti. Pour terminer, les Républicains, Conseil national ce week-end. Samedi, vous y étiez, le premier depuis la présidence de Christian Jacob. Est-ce que c'était le Conseil national pour tourner la page Laurent Wauquiez ?
Non, c'était le Conseil national pour repartir de l'avant. Nous avons connu évidemment, avec l'élection européenne, un résultat qui est bien sûr un véritable signal d'alarme. Je ne crois pas d'ailleurs que ce résultat ait été lié uniquement à la campagne que nous avons menée. Il était lié d'abord à la situation dans laquelle se trouve notre famille politique aujourd'hui. Et il est confirmé malheureusement par les enquêtes d'opinion qui parlent de la prochaine élection présidentielle. On le voit, il faut que notre famille politique puisse reprendre le travail de fond pour pouvoir offrir aux Français un vrai projet, une vraie proposition susceptible de fédérer de nouveau, d'attirer, de convaincre. Et ce défi immense, il est devant nous maintenant. Avec le recul, aucun regret sur votre campagne des européennes ? Bien sûr, j'avais eu l'occasion de le dire au lendemain du résultat, quand on assume... Au lendemain à chaud, c'est pas pareil que 5 ans après. Quand on assume une tête de liste, on assume évidemment le résultat. On aurait certainement pu faire mieux, sinon on n'aurait pas atteint ce résultat si décevant. Mais je le crois vraiment, je pense que d'ailleurs la suite peut le confirmer. Nous aurions sans doute pu faire mieux et gagner peut-être un peu plus de points dans ce résultat, mais on n'aurait jamais fait sans la crise que la droite traverse aujourd'hui. Ce score, il est d'abord le résultat non pas d'une campagne qui, je crois malgré tout, a été aussi énergique, aussi engagée que possible. Nous avons fait par ailleurs une campagne sur le fond et je dois dire aussi qu'avec le recul, je suis fier de constater que nous avons dit la vérité aux Français. Nous n'avons pas fait campagne avec des fictions, contrairement à nos principaux contradicteurs. Le Rassemblement national ou la République en marche avaient fait croire qu'ils allaient changer l'Europe de l'intérieur. Ces deux familles politiques se retrouvent aujourd'hui dans des groupes qui sont minoritaires et qui, par conséquent, n'ont pas prise sur le destin de l'Europe. Nous, au contraire, nous avons dit la vérité aux Français. Bien sûr, ce résultat a été décevant. Je crois qu'il est surtout le symptôme et le signe d'une crise profonde qui nous conduit aujourd'hui et qui doit nous conduire à repenser en profondeur notre proposition pour l'avenir. Justement, dans votre parti, certains parlent de plus en plus d'immigration, prennent des positions conservatrices sur des questions de société. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de casser la digue avec le Front National? On le voit sur les municipales, notamment dans le Sud, ça commence à bouger, dans le Var. Parce que pour vous, parler des questions migratoires, c'est forcément être au Rassemblement national. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir trop parlé par rapport à l'économie, par rapport à d'autres sujets? Et puis là, on voit bien qu'avec les municipales, certains sont tentés de se rapprocher. Mais nous, on a fait une campagne qui justement parlait de tous les sujets. On a beaucoup parlé d'économie, on a parlé d'écologie, mais oui, on a aussi parlé des questions migratoires parce que c'est un défi fondamental pour notre avenir. Et d'ailleurs, il ne suffit pas d'en parler, il faudrait aussi agir. Le président de la République lui-même a lancé un débat sur le thème de l'immigration, mais en réalité, derrière ce débat, il n'y a que des illusions. Et c'est son haut-commissaire aux retraites qui nous explique aujourd'hui que pour l'équilibre du système des retraites, il faudrait faire venir 50 millions de migrants en France, en faisant complètement l'impasse d'abord sur le fait que ces migrants ne sont pas d'abord une force économique qui serait à disposition pour nos pays, et c'est une manière totalement déshumanisée de regarder ces questions, mais surtout en faisant l'impasse sur le fait qu'un pays, ça n'est pas une addition d'individus, c'est une réalité culturelle, c'est une unité culturelle, et que considérer qu'aujourd'hui on peut, dans la situation où nous sommes, dans cette France archipel dont nous parle Jérôme Fourquet, qu'on peut jouer avec les équilibres déjà si fragilisés de notre société au motif d'une sorte d'équation économique, c'est évidemment commettre une forme de naïveté, pire peut-être de cynisme, qui menace évidemment de déstabiliser profondément notre pays. Donc nous, on parlait des questions migratoires et on parlait courageusement. Ça ne doit pas être la panacée du Front National. Très rapidement, en 30 secondes, François-Xavier Bellamy, sur ce qui se passe notamment à Sète, où le Rassemblement national soutient le président de la Fédération départementale des Républicains. Vous avez Éric Techner, qui est un militant proche de Marion Maréchal-Le Pen. Est-ce qu'il faut clairement exclure des Républicains ceux qui se rapprochent du Rassemblement national ? Éric Techner ne s'est pas rapproché du Rassemblement national. Il y a dans notre famille politique des débats. Moi, j'ai toujours dit que l'union des droites me paraissait être une chimère, tout simplement parce que, en fait, le Rassemblement national ne me paraît pas être un parti de droite. On le voit dans ce débat des retraites où il reprend un logiciel quasiment marxiste en expliquant que c'est la lutte des classes qui se joue. Le Rassemblement national va défiler avec la CGT dans quelques jours. Le Rassemblement national vend des fausses promesses aux gens en leur expliquant qu'on pourrait baisser l'âge de départ à la retraite. Mais pas d'exclusion pour vous. Ce n'est pas un parti de droite. Donc je ne crois pas une seule seconde à l'union avec le Rassemblement national. Ça n'empêche pas que dans un parti, il y a des débats et que je crois que si on exclut
dans un parti tous ceux qui agitent des opinions contradictoires aux nôtres, alors évidemment, on risque d'avoir du mal à entrer vraiment en dialogue. Quelqu'un qui vraiment déciderait de s'affilier à un autre parti, La République En Marche ou le Rassemblement National, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a certains qui sont passés du côté de La République En Marche et qui n'ont pas quitté pour autant les Républicains. Je pense que tout le monde a droit à la clarté, mais on a droit aussi à la liberté d'expression dans le débat et la discussion. Merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Et on passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les des radios. Aujourd'hui, avec notre bande de journalistes, nous parlerons d'écologie puisque la COP25 s'ouvre ce matin à Madrid et nous parlerons de cette colère sociale qui ne retombe pas à l'approche du 5 décembre et cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais on va commencer ce Club des territoires bien sûr par cette dramatique actualité de cette nuit, ce bilan des inondations, 5 morts dans le Var, dont 3 secouristes qui sont morts dans le crash de leur hélicoptère alors qu'ils allaient effectuer une mission de sauvetage et de reconnaissance. Le Var et les Alpes-Maritimes donc fortement touchés à nouveau hier et on va justement prendre la direction de Nice, retrouver Denis Caro. Bonjour Denis, vous êtes le directeur des rédactions de Nice Matin. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Denis, les Alpes-Maritimes, le Var à nouveau touché ce week-end après un épisode méditerranéen qui a déjà eu lieu le week-end dernier. Quelles sont les dernières informations sur place dont vous disposez, Denis ? Oui, bonjour Oriane. Effectivement, le bilan est très lourd et on a été confronté dans les Alpes-Maritimes et dans le Var à une situation véritablement exceptionnelle avec 2 épisodes de météo particulièrement violents en une semaine. Et en une semaine, on dénombre 11 morts puisque les 5 morts qui ont été enregistrés hier s'ajoutent aux 6 morts dans le Var la semaine dernière. Il y a eu 2 morts hier soir. Le propriétaire d'une pension pour chevaux à Fréjus qui a voulu surveiller et protéger ses animaux et qui a été emporté par les flots. Et même chose pour un automobiliste à Saint-Paul-en-Forêt qui lui a voulu tenter de franchir un gué. Et puis ce drame que vous venez d'évoquer cette nuit avec le crash dans les Bouches-du-Rhône d'un hélicoptère de la sécurité civile qui venait secourir des sinistrés dans le Var au Luc. Les 3 occupants ont été tués. Le bilan matériel est également extrêmement lourd. On ne compte plus les maisons inondées, les routes coupées. De nombreuses écoles restent fermées ce matin dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, particulièrement dans les secteurs de Cannes et Mandelieu. Et le bilan psychologique est extrêmement lourd aussi, puisque les habitants des 2 départements ont vécu une deuxième alerte rouge. Ça n'était jamais arrivé ici et c'est très anxiogène pour tout le monde. Oui, justement, Denis, vous le disiez, ce sont 2 villes des Alpes-Maritimes qui ont été particulièrement touchées par les intempéries hier, Cannes et Mandelieu-la-Napoule. Comment s'est passée la journée d'hier dans ces villes ? Journée extrêmement difficile, puisque des pics de précipitations absolument hallucinants avec plusieurs mois de précipitations qui sont tombées en quelques heures seulement. On ne dénombre pas de victimes et c'est là, je pense, l'information la plus importante sur ce secteur-là, puisque vu le niveau de la montée des eaux, on pouvait craindre le pire et là les procédures d'alerte ont joué à plein et on peut saluer bien entendu le travail des secours qui ont été formidables toute la journée et toute la nuit, et aussi le travail remarquable qui a été réalisé par les maires qui se sont mobilisés toute la journée, qui ont fait passer des messages d'alerte, inciter la population à ne pas bouger, et que ce soit le maire de Cannes, David Lisnard, ou celui de Mandelieu, Sébastien Leroy, ils ont été en première ligne et je pense que leur action a permis d'éviter des morts dans leur commune.
Merci beaucoup Denis, merci d'avoir été en direct de Nice pour nous donner ces dernières informations. On va voir vos deux unes, la une de Nice Matin pour commencer, ça recommence. C'est le titre que vous avez choisi de mettre à la une de Nice Matin puisque vous le disiez, ça fait 2 week-ends que les Alpes-Maritimes et le Var sont frappés par des intempéries avec une vigilance rouge. Et puis on va regarder la une de Var Matin, alors une qui a été faite hier soir, un mort à Fréjus et une nuit d'angoisse dans le Var, on l'a dit. Depuis, le bilan a évolué. Merci beaucoup, Denis Caro, d'avoir été en direct de Nice avec nous. Samuel Ribaud, une réaction à ce qu'il s'est passé et cet énième épisode méditerranéen. C'est le bilan, Denis disait, le bilan est de 11 morts sur ces 2 week-ends. Oui, c'est considérable et ça doit vraiment interpeller sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir, alors non pas ces épisodes, puisqu'ils sont par nature impossibles à contenir, ces phénomènes naturels, mais en termes de zonage au niveau des communes, en termes d'ouvrages de protection, de digues, de gestion de toutes les rivières. Il y a énormément de travail à faire, mais il y a aussi quelque chose qui doit nous amener à réfléchir sur ces épisodes qui se reproduisent, le lien avec le réchauffement climatique, qui ne m'appartient évidemment pas de faire, mais qui est peut-être possible d'établir scientifiquement, et peut-être commencer à se dire qu'il faut qu'on réfléchisse aux endroits où on autorise les constructions, qu'il s'agisse de maisons individuelles, d'équipements publics, et réfléchir à plus long terme avec probablement plus de moyens, parce que là on voit bien que les autorités, les services de secours, tout le monde était mobilisé, et malgré ça on a un bilan qui est terrible. Allez, on va retourner dans les Bouches-du-Rhône, cette fois-ci, Bouches-du-Rhône, au Pen Mirabeau exactement, commune dans la région d'Aix-Marseille. Retrouver le sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône, Michel Amiel. C'est dans votre région, Michel Amiel, bonjour. Dans votre région qu'a eu lieu ce crash d'hélicoptère cette nuit. 3 secouristes de la sécurité civile qui sont décédés en allant porter secours aux victimes dans le Var. Quelle est votre réaction, Michel Amiel, ce matin ? D'abord, une immense émotion pour les 3 victimes qui ont péri dans cet accident d'hélicoptère. Et depuis quelque temps, entre ce qui s'est passé au Mali et ce qui vient de se passer, évidemment, dans des circonstances totalement différentes, la France paye un très lourd tribut vis-à-vis des gens qui aident la nation. Concernant ce qui s'est passé, écoutez, un crash d'hélicoptère, effectivement, à la limite de nos 2 communes des Bouches-du-Rhône, les Pen Mirabeau, dont je suis longtemps maire, et la commune voisine du Rove, dans des conditions, enfin, je ne connais pas les circonstances exactes, l'enquête le dira bien évidemment, mais dans des conditions, je pense, de visibilité très mauvaises. J'étais bien sûr sur les lieux, pas les lieux du crash, mais sur mon lieu d'habitation hier soir, et la visibilité était très très mauvaise, et je suppose que c'est la raison principale de cet accident terrible. Donc pour vous, la météo pourrait être en cause, on parle du brouillard notamment. Oui, c'est ça, un brouillard très épais, très épais. On le disait, c'est le 2e week-end consécutif que le Sud-Est est touché par ces intempéries particulièrement violentes. Comment c'est vécu sur place ? C'est vécu très, très péniblement, surtout lorsque les choses se répètent à si peu d'intervalles. Alors, nous, les Bouches-du-Rhône ont été un petit peu moins touchés qu'il y a 3 semaines, et de façon globale moins touchés que le Var et le Vaucluse. Mais bien évidemment, c'est toujours les mêmes événements qui se répètent liés à des épisodes climatiques de type méditerranéen ou cévenol, et qui provoquent ensuite des inondations liées à l'imperméabilité des sols, liées à des constructions. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que ces constructions, pour la plupart, dans certains quartiers, sont anciennes, et qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les règles de constructibilité qu'il y a actuellement liées aux zones inondables. Et donc là, ça pose des problèmes extrêmement difficiles à régler, puisque bien sûr, on ne peut pas anticiper, comme on le fait maintenant, ces phénomènes-là dans des quartiers, dans des lotissements en particulier anciens. Et c'est quelque chose qui sera très difficile à régler, techniquement parlant, j'entends, dans les temps à venir. Un dernier mot, Michel Amiel, est-ce que vous savez si des membres du gouvernement ont prévu de se rendre sur les lieux du crash aujourd'hui ou pas ? Sur les lieux du crash, je ne sais pas. Il semblerait que demain,
il y ait le ministre de l'Intérieur ou son représentant qui viennent dans les Bouches-du-Rhône. Au moment où je vous parle, je n'en sais pas davantage. D'accord, mais en tout cas, peut-être que Christophe Castaner sera présent demain dans votre région. Merci beaucoup, Michel Amiel. Son représentant. Merci à vous. Représentant. Merci d'avoir été avec nous depuis les Pennes Mirabeau, depuis les Bouches-du-Rhône, où cette nuit, cet hélicoptère s'est donc crashé avec à son bord 3 secouristes de la sécurité civile qui se rendaient dans le Var pour une mission de sauvetage et de reconnaissance. Merci Michel Amiel. On va passer à l'autre actualité de cette semaine. C'est cette mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera le thème de notre feuilleton cette semaine. Vous le savez, toutes les semaines, on va à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et cette semaine, nous serons dans le Finistère pour voir comment vous appréhendez cette réforme des retraites. On va regarder le programme de ce qui vous attend cette semaine. C'est avec Béatrice Finzan. Actifs, retraités, employés du privé ou cadres de la fonction publique, tous sont inquiets pour leur retraite, alors que s'annonce une mobilisation massive le 5 décembre prochain en France. Nous serons cette semaine dans le Finistère, à Brest, pour tenter de comprendre les raisons de cette colère. Qu'est-ce que la réforme des retraites va changer concrètement dans la vie des actifs, mais aussi des retraités? Qu'est-ce que la ville de Brest met en place pour accompagner ces seniors, notamment en termes de mobilité? Enfin, nous serons avec un syndicat la veille de la mobilisation pour les derniers préparatifs et conseils avant le jour J. Voilà pour le programme de ce qui vous attend cette semaine. Ce sera à suivre tous les jours à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On va parler de cette réforme des retraites. Et ce week-end, c'était haro sur le coût des régimes spéciaux. C'était la stratégie de l'exécutif. 8 milliards, c'est le chiffre donné par Gérald Darmanin ce week-end. La réforme des retraites qui a encore fait réagir de nombreux politiques ce week-end. Résumé de tout ça avec Samia Dechir. Resserrer les rangs à Matignon autour du Premier ministre. Hier, Édouard Philippe a réuni tout son gouvernement pour un séminaire de préparation au Jeudi noir qui s'annonce. La grève contre la réforme des retraites promet d'être très suivie. Pas question de reculer, annonce l'exécutif, qui cherche surtout à minimiser autant que possible l'impact de la grève. L'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble des membres du gouvernement, rappeler les fondements, les éléments essentiels de la réforme, voir comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer. C'est aussi d'essayer d'accompagner les Français dans cette période de discussion et peut-être aussi de journées d'action sociale qui se préparent. La liberté de manifester, la liberté de faire grève sont deux libertés auxquelles nous sommes tous évidemment attachés. Mais il y a aussi beaucoup de Françaises et de Français qui voudront travailler, qui voudront se déplacer. Et il faut qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Une veillée d'armes, mais pas d'annonce à l'issue de cette rencontre. Et c'est bien ce que reproche une partie de l'opposition au gouvernement. On ne connaît toujours pas le contenu de la réforme des retraites. Pour Gérard Larcher, c'est ce flou anxiogène qui va pousser tant de Français dans la rue. Le président du Sénat appelle à l'écoute et à la clarté. Il est temps, dit-il, que l'exécutif dévoile ses intentions. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opacité la plus totale. Qui comprend quelque chose? On nous explique non. Ce ne sera pas l'âge pivot. Ce sera le nombre d'annuités. Puis, dans un avion, il y a quelques semaines, le président de la République parle de la clause grand-père. Il faut clarifier les choses. Il nous faut un texte et engager un vrai dialogue. Mais la clarification n'aura pas lieu avant la grande grève de jeudi. Le gouvernement a prévu de rendre ses arbitrages sur la réforme des retraites le 15 décembre. Arnaud Benedetti, on l'a entendu tout le week-end, les opposants à la réforme demandaient de la clarification et l'exécutif tapait sur le coût des régimes spéciaux avec ce chiffre sorti hier par Gérald Darmanin de 8 milliards. Oui, alors il s'agit véritablement d'agiter l'épouvantail des régimes spéciaux parce que les régimes spéciaux apparaissent comme finalement un régime totalement dérogatoire. Donc ici, on voit bien que depuis maintenant près de 15 jours, l'exécutif essaye de faire de cette question des régimes spéciaux l'axe essentiel de sa communication. Mais ce qu'on sent qu'il y a derrière, c'est que finalement, en pointant du doigt les régimes spéciaux, on évite de parler des autres sujets. La réforme des retraites, elle ne va pas toucher seulement les régimes spéciaux, elle touche l'ensemble de la population. Donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un sentiment de flottement et vraisemblablement d'incompréhension d'une partie de l'opinion et qui donne crédit d'une certaine façon aux opposants les plus radicaux à la réforme des retraites.
retraite. Parce que cette absence de lisibilité et de visibilité en matière de communication gouvernementale ne fait que renforcer cette idée qu'il y a quelque part, comme aurait dit Martine Aubry en des temps maintenant éloignés, un loup. Et donc c'est ce sentiment aujourd'hui qui flotte dans l'opinion publique et qui fait que la mobilisation du 5 décembre sera certainement une mobilisation importante sur le plan quantitatif, parce que en outre, et c'est bien le sujet, c'est que derrière le sujet des retraites, il y a un mécontentement social qui est fort dans le pays. Et donc la crainte du gouvernement, qui est une crainte tout à fait légitime, c'est que d'autres secteurs sociaux, sur d'autres sujets, viennent à terme se greffer sur une mobilisation qui ne serait pas seulement un prétexte, mais qui serait en tout cas une fenêtre d'opportunité pour cette fameuse convergence dont on parle tant. Guillaume Doyen. Oui, il gagnera à clarifier sa position, peut-être pas avant le 5, même sûrement pas avant le 5, mais rapidement, puisque les Français, enfin, c'est ce qu'indiquent les enquêtes d'opinion, savent que le système actuel n'est pas soutenable à long terme. Ils connaissent le nombre de cotisants et de retraités. Et ils voient bien que cet écart-là n'est pas tenable. Donc il va falloir faire bouger les choses. Maintenant, ils attendent qu'on leur donne un plan de bataille, un plan de marche. Bon. Le 15, c'est vraiment déjà tard par rapport au moment où on a commencé à parler de cette réforme. Et c'est vrai que la tension est montée maintenant à un degré qui est un peu anormal. Samuel Ribaud. Ouais, ce qui est étrange, c'est qu'on a mis en place un véritable protocole. On a nommé Jean-Paul Delevoye, on l'a ensuite intégré au gouvernement. On a accueilli tous les représentants de toutes les centrales syndicales en disant « Vous allez voir, nous, notre réforme, on va la préparer en concertation, on a une super méthode et tout va bien marcher. » Et là, on a l'impression qu'en fait, tout ça n'a servi à rien, qu'on se retrouve face à un mur. Je mets au défi quiconque de rencontrer quelqu'un qui lui dira « Je suis pour cette réforme des retraites car elle va m'avantager. » C'est plus du tout le débat. Tout le monde a peur de gagner moins une fois qu'il arrêtera de travailler, parce qu'il faut dire les choses clairement. C'est ça l'affaire des retraites. Combien j'aurai une fois que j'aurai fini de travailler. Et puis par ailleurs, ce que disait Guillaume, il y a un système qui va dans le mur, un système qui va exploser puisqu'il y aura tout simplement trop de retraités et pas assez de cotisants si on reste en l'état dans la structure qui est celle de notre système de retraite aujourd'hui. Donc oui, il va y avoir une journée d'action, on va bloquer tout le monde à Paris et ailleurs, mais est-ce que pour autant on a compris les enjeux et est-ce qu'on est capable de bien les serrer dans l'opinion? J'en suis pas sûr. Et jouer l'opinion, c'est la bonne stratégie pour l'exécutif, Arnaud Benedetti? Mais tout le monde joue l'opinion, parce que les syndicats jouent également l'opinion. Actuellement, quand on regarde les études qui sont conduites, le soutien de l'opinion publique est important. Mais ce soutien, il faut qu'il soit durable pour que le mouvement social puisse s'inscrire dans la durée et quelque part instaurer le rapport de force face au gouvernement. De toute façon, la question d'opinion publique sera essentielle dans ce débat, on le voit très bien. Mais en fin de compte, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement est en mesure, compte tenu de son niveau de popularité, de mener une réforme qui de toute façon est par construction une réforme impopulaire? C'est la vraie question à laquelle est aujourd'hui confronté l'exécutif. Mais la méthode du gouvernement n'est pas si mauvaise, parce qu'en 1995, on peut dire que les Français ont fait grève par procuration. Vous savez ce qu'on disait? Je ne sais pas si ça refonctionnera cette fois-ci, parce que l'écart entre les régimes spéciaux et les restes, c'est encore accru. Donc peut-être que la méthode du gouvernement est un peu visible, mais peut-être pas si absurde. Allez, puis on aura bien sûr l'occasion d'en reparler tout au long de cette semaine, de cette réforme des retraites. L'autre actualité du jour, c'est cette COP25 qui s'ouvre ce matin à Madrid, et l'occasion pour nous de parler d'écologie dans les territoires. Et c'est avec vous, Alex. Alex, vous êtes intéressé à un sujet particulier, ce sont les pesticides tueurs d'abeilles et leurs conséquences dans leur interdiction dans certaines cultures. Je vais y arriver. Et oui, on va parler des néonicotinoïdes. On en parle souvent au moment de leur interdiction, mais beaucoup moins quelques années plus tard pour faire justement le bilan de ces mesures d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles. Et le CNRS, les scientifiques du CNRS ont voulu faire ce bilan. Alors ils sont remontés en 2013 quand l'Union européenne a interdit 3 pesticides, mais spécifiquement sur des champs qui attirent les abeilles, c'est-à-dire les champs de colza, de maïs, également de tournesol. Et sur les 4 années suivantes, entre 2014 et 2018, eh bien, ils ont étudié les conséquences et regardé sur 43% des parcelles qui n'étaient plus traitées aux pesticides, eh bien, ils ont quand même trouvé des résidus de pesticides tueurs d'abeilles. Alors, comment c'est possible? Eh bien, l'explication vient du ciel, du cycle de l'eau. Ce sont les pluies qui ont diffusé des pesticides sur ces parcelles qui étaient normalement protégées.
Alors est-ce que ces quelques résidus sont dangereux pour les abeilles? Eh bien oui, quand même, car si on regarde l'étude du CNRS, 50% des abeilles butineuses risquent de mourir dans 12% des parcelles non traitées aux pesticides. Les scientifiques ont donc fait une conclusion radicale. Au lieu d'interdire ces néonicotinoïdes sur des parcelles spécifiquement fréquentées par les abeilles, il vaut mieux interdire complètement ces pesticides. Merci Alex. Et donc, je le disais, c'est aujourd'hui que s'ouvre la COP 25 à Madrid, 196 États réunis. Arnaud Benedetti, est-ce que ces COP, elles ont encore une utilité ? Elles ont une utilité en termes de mobilisation de l'opinion internationale. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc, elles ont un effet de communication politique qui est extrêmement important pour montrer que, de toute façon, ce type de sujet, et c'est bien à la limite d'ailleurs de l'exercice, ne peut se traiter que de manière, j'allais dire, globale. La question du réchauffement climatique, les questions de l'environnement, tous les scientifiques vous diront que ce n'est pas l'action d'un État ou d'une aire géographique donnée qui permettra de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, s'il n'y a pas ce type d'instance pour à un moment donné discuter, se fixer des objectifs et éventuellement se fixer un échéancier, il n'y aura pas vraisemblablement de solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'autant plus qu'il existe, et là aussi c'est un point important, des opinions publiques qui se mobilisent sur ce type de sujet et qui demandent aujourd'hui des actes au gouvernement qui sont aujourd'hui en charge de mener à bien ces chantiers-là. Samuel Ribaud, Arnaud le disait, il y a une pression populaire désormais sur ce thème de l'écologie. Emmanuel Macron ne se rendra pas aujourd'hui, en tout cas, à la COP 25. Normalement, c'est Édouard Philippe qui doit aller faire la cérémonie d'ouverture. Est-ce que c'est un mauvais signal pour vous ? Quand on voit la France ? Tout dépend où on place la question du réchauffement climatique dans ses priorités. Si vous me posez la question à titre personnel, je trouve ça regrettable, puisqu'en fait, on est en train d'essayer de traduire l'accord qu'on appelle encore l'accord de Paris. Donc, on va parler de l'accord de Paris sans le premier représentant du pays, dont acte. En même temps, c'est pas ça non plus qui va bouleverser les choses, mais c'est évidemment pas un bon signal envoyé. D'autant que on a eu beaucoup de discours. Emmanuel Macron se veut très volontariste sur les engagements des différents pays à contenir le réchauffement climatique, mais les chiffres sont mauvais. La France a été condamnée pour son incapacité à gérer la qualité de l'air. La France continue d'émettre du CO2 de manière irresponsable, en tout cas dangereuse. Et l'ensemble des pays européens et des pays dits riches, américains et européens en tête, rejoints bientôt par la Chine, continuent d'émettre bien plus qu'il n'en faudrait. Donc en fait, non seulement il y a une urgence, non seulement il y a une symbolique avec l'absence du président de la République, mais en plus, en gros, on n'a pas de résultat. Donc oui, des mauvais signaux s'accumulent. En même temps, ce qui vient d'être dit est juste, la mobilisation, elle doit dépasser de toute façon les États qui font la preuve de leur incapacité. Il faut bien le reconnaître, il y a des très belles initiatives à droite et à gauche, mais globalement, les scientifiques en qui j'ai toute confiance nous disent le curseur continue à monter et le réchauffement sera de plus en plus dramatique. Donc pour l'instant, constat d'échec. Guillaume, est-ce que ces initiatives dont parle Samuel, finalement, ne viennent pas plus des territoires, du local, que des États ? Sûrement, puisque là, ça ressemble à une mauvaise farce, en fait, cette COP... L'accord de Paris dont les Américains vont sortir, les Australiens n'en ont que faire, les Brésiliens pareil, les Chinois pareil. Enfin, effectivement, ça viendra plutôt de la population et surtout d'élus locaux qui peuvent mettre en œuvre directement des choses. Mais quant aux grandes orientations stratégiques dans lesquelles doivent s'engager des États qui comptent entre 300 millions d'habitants et 1 milliard, il faudra bien compter sur eux. Jusque-là, sinon le reste, c'est de l'anecdote, si vous voulez. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Et puis enfin, il va falloir faire rentrer l'Afrique dans ce système-là, et pour ça, il va falloir dépenser beaucoup d'argent. Allez, on va passer à un autre sujet. On va se rendre à Rouen, puisque tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. On va retrouver nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Stéphane Ciré. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Paris-Normandie et à la une de votre journal aujourd'hui, terrible soupçon. Vous parlez d'un nombre anormal de cancers pédiatriques dans la région. Oui, bonjour Oriane, bonjour à tous. Effectivement, nous revenons ce matin sur une affaire inquiétante, un sujet de santé publique qui concerne beaucoup de gens dans la région. En fait, il s'agit d'un phénomène un peu alarmant, qui est très localisé dans deux petites communes du département de l'Eure, Pont-de-l'Arche et Igoville, qui sont deux petites communes situées donc dans le nord du département de l'Eure, mais finalement tout près de l'agglomération de Rouen. Il y a 2 mois, une jeune maman, Charlène, lançait un cri d'alerte après avoir constaté une concentration anormale de cas de cancer pédiatrique dans ces communes où elle vit elle-même. Elle est maman d'une petite fille atteinte d'un neuroblastome et elle a d'abord recensé 6 cas de cancer chez de jeunes enfants, tous localisés dans un périmètre restreint, quasiment la même rue où tout le monde se connaît.
Aujourd'hui, elle poursuit ses enquêtes, ses recensements. Elle en serait environ une dizaine de cas recensés au cours de ces dernières années. Elle parle de 20 cas sur les 30 dernières années, ce qui est beaucoup. Et le plus troublant, c'est cette concentration géographique. Il faut bien voir qu'on est là sur un rapport d'environ un enfant malade pour 1000 habitants, alors que les statistiques classiques parlent plutôt d'un enfant malade pour 100 000 habitants. Donc on voit bien le rapport très important. Alors la jeune maman a déjà alerté toutes les autorités sanitaires, les élus locaux. L'Agence régionale de santé de Normandie a alerté, s'est emparée de cette affaire-là et a lancé des investigations au travers de la cellule régionale de Santé publique France. Aujourd'hui, les diagnostics ce serait en cours de validation. Et l'analyse de l'ensemble des données va permettre à l'ARS de se prononcer sur cette notion de regroupement de cas avant la poursuite d'une enquête épidémiologique. Évidemment, cette affaire-là, en Normandie, rappelle étrangement le cas de Sainte-Pazanne, une petite commune de Loire-Atlantique, où là aussi un collectif Stop au cancer de nos enfants a recensé environ 19 cas depuis 2015. En Loire-Atlantique, à Sainte-Pazanne, il faut bien voir que l'étude épidémiologique menée sur place n'a pas permis pour l'instant d'identifier une cause commune. Elle va être stoppée, c'est ce qu'a annoncé la semaine passée l'ARS des Pays de la Loire. Évidemment, cette récente annonce a provoqué la colère des parents en Loire-Atlantique, on s'en doute bien. Mais en Normandie, les études débutent actuellement. Là aussi, les parents sont très déterminés pour comprendre ce qui peut provoquer ces cancers pédiatriques. Et une jeune maman qui est chercheuse et enseignante agrégée en biologie a même décidé à 37 ans de reprendre ses études de médecine pour comprendre véritablement ce qui se passe dans ces deux petites communes de l'Eure. Merci beaucoup, merci Stéphane Ciré. On va revoir à la une de Paris Normandie aujourd'hui. Terrible soupçon, un nombre anormal de cancers pédiatriques confirmés. C'est donc à lire dans votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Et Alex, on va regarder ensemble ce qui fait la une de vos quotidiens régionaux ce matin. Et on commence, Alex, avec l'Est républicain. Et oui, l'Est républicain qui titre sur une semaine cruciale pour le gouvernement avec cette grande grève de jeudi contre la réforme des retraites et le gouvernement qui a préparé cette semaine cruciale avec un séminaire hier où tous les ministres étaient réunis autour d'Édouard Philippe pour préparer le déminage de cette grève contre la réforme des retraites. Et cette semaine sociale, c'est également la une de la Dépêche du Midi. Et oui, avec une semaine sociale sous haute tension, alors que le gouvernement s'attend à une forte mobilisation et alors que beaucoup de catégories de professions vont être mobilisées jeudi. Il va y avoir notamment les transports publics, le secteur aérien, le personnel hospitalier, les enseignants, également le monde de la police et de la justice qui vont défiler contre cette réforme des retraites. Dans l'Ardennais, Alex. Et dans l'Ardennais, eh bien, on consacre sa une à l'hommage qui a lieu aujourd'hui, un hommage national aux 13 soldats français morts la semaine dernière au Mali lors d'un accident d'hélicoptère, lors d'une opération de combat contre les djihadistes. C'est Emmanuel Macron qui va présider cet hommage national cet après-midi aux Invalides. Et puis les unes de vos quotidiens du Sud-Est reviennent bien sûr sur ces intempéries. On commence par Vaucluse Matin. Oui, Vaucluse Matin qui revient sur ces intempéries qui ont frappé les départements méditerranéens avec un bilan très lourd. On le rappelle, pour le moment, 5 morts, dont 3 secouristes décédés cette nuit dans un accident d'hélicoptère avec des images spectaculaires de ces intempéries, comme ici dans le Vaucluse, dans la commune de Pertuis, où on voit la rivière de la commune qui est sortie de son lit. De paroles d'habitants, on n'a jamais vu ça depuis 1993. Et les Alpes-Maritimes touchées, c'est donc à la une de Nice Matin. Et oui, ça recommence avec un nouvel épisode méditerranéen qui frappe les Alpes-Maritimes. Et cette fois-ci, c'est l'ouest du département des Alpes-Maritimes qui est durement touché, avec notamment la commune de Mandelieu-la-Napoule. On voit cette image sur la une de Nice Matin, la commune qui est sous l'eau, également les communes de Cannes et de Pégomas, de Pégomas, qui ont été durement touchées. Les communes touchées. Merci Alex. Et justement, on va continuer à parler de ces intempéries. On va retourner en Provence, retrouver Guillaume Ricavi. Bonjour Guillaume, vous êtes le directeur des rédactions du journal La Provence. Merci d'être en direct avec nous ce matin, puisque, on le disait, c'est près de Marseille qu'un hélicoptère s'est crashé cette nuit avec 3 secouristes de la sécurité civile à son bord. Est-ce que vous en savez plus ce matin, Guillaume ?
Alors effectivement, on en sait un petit peu plus ce matin. Hein. L'information nous est arrivée vers 2h cette nuit. La confirmation donc, de ce crash de cet hélicoptère donc de la sécurité civile avec à bord 2 personnels de la sécurité civile, le pilote de l'EC-145 et son copilote mécanicien et également un sapeur-pompier professionnel du SDIS-13, spécialiste des opérations d'hélitreuillage. Ce que l'on sait en tout cas à cette heure-là, c'est que l'équipage de cet hélicoptère avait travaillé toute la journée sur des opérations d'hélitreuillage liées aux intempéries dans la région de Pertuis, c'est à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, dans le sud du Vaucluse. Donc cette équipe avait travaillé et porté secours toute la journée. Et donc en début de soirée, il a été demandé à cet équipage de prendre la direction du Var, du Luc, c'est dans le Var, également très touché par les intempéries. L'équipage a donc fait une escale technique pour faire le plein de l'appareil sur la base de la sécurité civile à Marignane, à côté de l'aéroport de Marseille. Et c'est quelques minutes seulement après être reparti de cette escale technique que l'hélicoptère se serait donc crashé dans une zone boisée, difficile d'accès. Ce n'est pas une zone urbaine à cet endroit-là, sur la commune du Rove, à quelques centaines de mètres de la commune des Pennes-Mirabeau. C'est une zone de pinette provençale typique qui est bien connue ici avec des pins, qui est un petit peu en hauteur. Alors on n'a pas encore les détails exacts de comment la chose a pu se passer. Est-ce que l'hélicoptère volait trop bas? Est-ce qu'il a eu un problème technique? Ça, bien évidemment, l'enquête le dira un petit peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est que d'importants moyens ont été déployés hier soir pour essayer de retrouver cet hélicoptère qui avait disparu en fait des écrans radars dès 21h30. Il ne répondait pas non plus aux appels radio de l'aiguillage aérien de l'aéroport de Marignane. Des moyens ont été mobilisés, des CRS, des pompiers pour essayer de localiser cet engin. Et il a été retrouvé effectivement vers 1h30 par une équipe de patrouille de sapeurs-pompiers selon les informations dont on dispose. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Ricavi de nous avoir éclairé. Merci pour toutes ces informations que vous nous avez données en direct du coup de la région de Marseille. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Guillaume, directeur des rédactions de La Provence. On va peut-être voir votre une de La Provence. Je ne sais pas si on l'a et si on peut la voir. On l'a, et ben c'est super. Voilà, une évidemment qui n'est pas consacrée à ce qu'il s'est passé, puisque on le rappelle que cet hélicoptère s'est crashé dans la nuit. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On va regarder vos unes, messieurs. La une de la revue politique et parlementaire Arnaud Benedetti. On en parle toujours. C'est sur la science à l'épreuve de la société. Une de la Gazette des communes cette semaine. Guillaume Doyen, ces acteurs locaux qui n'ont pas coupé le cordon avec l'État. Oui, c'est toujours difficile, vous savez, même quand on prône la décentralisation, d'oublier qu'il y a un préfet, un gouvernement, et l'inconscient jacobin, comme on dit, est tellement fort. Et puis, il coupe le cordon difficilement. Et puis c'est à dire aussi dans la Gazette un retour sur le congrès des maires qui a eu lieu. Emmanuel Macron et l'Association des maires de France enterrent la hache de guerre, c'est à lire cette semaine. Et puis on va te parler de votre papier, Samuel Ribaud, papier qui a été publié jeudi dans Midi Libre. C'est un papier sur le droit à l'oubli. Oui. Alors, quand vous allez sur Internet, vous êtes bien content de trouver tout un tas d'informations et puis vous êtes aussi bien content de produire vous-même un tas d'informations. Et puis, quelques années plus tard, certaines de ces photos, certaines de ces déclarations, certaines de ces manifestations de ce que vous étiez à l'époque, vous n'avez plus envie de les voir. Alors, ça peut être anodin. Vous avez pu vous séparer de quelqu'un et vous n'avez plus envie de voir votre photo de couple sur Facebook. Ça peut être plus grave, vous avez pu être condamné pénalement et vous en avez marre que lorsqu'on tape votre nom dans un moteur de recherche, ce soit ces liens-là qui remontent. Et jusqu'à présent, c'était assez compliqué d'y remédier. La justice européenne s'est prononcée fin septembre pour expliquer que ce droit qu'on appelle droit à l'oubli, qui est en fait un droit au déréférencement, c'est-à-dire que Google, qui est le principal moteur de recherche, même si tous les moteurs de recherche sont concernés, doit pouvoir faire disparaître certains liens qui renvoient vers ces informations que vous jugez aujourd'hui inadaptées ou compromettantes, ou mettez-y ce que vous voulez. Et puis il faut bien traduire ça en droit français. Donc c'est le Conseil d'État qui s'y colle, qui a été saisi par un certain nombre de plaignants, dont les histoires sont d'ailleurs assez marrantes et assez variées. Toujours est-il que voilà, on est en train d'avancer. Il y a une décision qui est attendue dans une dizaine de jours et qui va permettre de savoir dans quelle mesure vous pouvez demander à ne plus apparaître en tête des recherches Google vous concernant et quels sont les critères vous permettant d'exiger ça. C'est très important parce que finalement, et il faut le rappeler ici, quand vous postez des choses sur Internet, elles y restent.
Eh bien, merci beaucoup Samuel. C'était donc un papier qui était publié jeudi dans Midi Libre. La justice française essaye de clarifier le droit à l'oubli. Et qui est consultable sur Internet, bien entendu. Et bien voilà. Référencé. Et bien voilà, si jamais vous voulez en savoir plus. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. 17h30, Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. Nous, on se retrouve demain. Notre invité politique, ce sera Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis. On vous attend donc demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. Ils ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.